Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Je suis toujours avec Abdou Fleur, doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, Pierre-Franklin Tavares, philosophe, et Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On passe tout de suite à notre Zoom Société. Des structures sanitaires peu réglementées qui continuent d'échapper au contrôle de l'État, une situation dramatique qui prévaut notamment en Côte d'Ivoire et sur laquelle le gouvernement a commencé à se pencher avec une opération qui a pris fin il y a tout juste quelques jours, une intervention de la police sanitaire pour débusquer les établissements qui ne répondent pas aux normes sanitaires. Et ce qui ressort de cette intervention, c'est que 70% des cliniques n'auraient même pas obtenu l'autorisation d'ouvrir, un bilan alarmant qui révèle les failles du système de santé, mais aussi de la politique gouvernementale. Mathilda Diaby. Jeudi 3 janvier 2019, plus d'une dizaine de cliniques du district d'Abidjan ont fait l'objet d'une visite de la police sanitaire ordonnée par le ministère ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Le but étant de débusquer les cliniques clandestines et de mettre fin à leur prolifération. Selon les données officielles, sur près de 2000 cliniques privées que compte le pays, près de 70% sont dans l'illégalité. Autrement dit, en Côte d'Ivoire, seules 3 cliniques privées sur 10 exercent de façon légale. Le ministre Aka Awele déploie la police sanitaire sur le Grand Abidjan pour lutter contre les établissements sanitaires clandestins. Cette action contre la prolifération des cliniques privées clandestines vise à lutter contre la mauvaise qualité de soins offerts aux populations dans ces officines de santé. Il s'est agi au cours de ces visites inopinées de faire un contrôle administratif et technique. Les autorités ivoiriennes comptent étendre ce contrôle à l'ensemble du territoire. L'implantation de cliniques clandestines en milieu rural notamment est d'autant plus préoccupante qu'elle constitue parfois la seule prise en charge sanitaire pour les populations locales. Il faudrait que la législation soit beaucoup plus dure et que les acteurs, que ce soit du garçon de salle à la sage-femme et aux médecins qualifiés et à la population elle-même, qui soient tous sensibilisés quant à aller à exiger aussi des soins de qualité. Mais il faudrait aussi qu'ils donnent une part significative du budget national à la santé. Parce que 5% du budget total de la Côte d'Ivoire pour la santé publique de tout le pays, c'est vraiment insignifiant. Les cliniques clandestines repérées à l'issue du contrôle effectué jeudi 3 janvier 2019 ont fait l'objet d'une mise en demeure, d'une convocation pour certaines et d'une fermeture pour d'autres. 30% des cliniques seulement en règle, les 70 autres pourcents sont donc hors normes. Abdou Fleur, c'est énorme, mais on sait quand même que depuis des années, certains de ces établissements ont carrément pignon sur rue, donc le gouvernement ne pouvait pas dire ne pas être au courant de la situation. C'est énorme, mais ça se comprend entre guillemets quand on vous dit qu'un pays comme la Côte d'Ivoire réserve que 5% de son budget à la santé. C'est assez quand même révélateur. Ce cas n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est valable dans beaucoup de pays africains. Je donne l'exemple de la Guinée quand même qui avait également ces difficultés en 2016 où il y avait une vaste opération pour justement lutter contre ces cliniques clandestines. La principale difficulté d'abord c'est de les identifier parce que souvent qui dit clandestin dit voilà. Or, la loi, tous les moyens sont bons pour exercer. C'est pas si clandestin que ça, parce que ce n'est pas des établissements qui sont cachés. Ou, voilà, il y a une bonne connaissance des lieux qui... Pour certains, oui. Mais dans certains pays, c'est vraiment clandestin au sens propre du terme. On parle même de boutiques clandestines. Il y en a qui s'exercent même dans des maisons. Moi, je vais couper la part en deux. C'est extrêmement grave, hein, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un problème de santé publique. C'est un problème extrêmement complexe. Mais... souvent aussi, quand on n'a que ça comme solution, il y a une défaillance totale des systèmes sanitaires. Souvent, c'est inaccessible à la petite maman ménagère, aux petits... Voilà. Souvent, c'est ce qui justifie cela. Moi, je dois me lever pour aller me soigner. On me demandera à l'hôpital très souvent, chez nous, et vraiment, c'est ce que je ne comprends pas. Pour se faire soigner, il faut d'abord avoir de l'argent, il faut d'abord payer. Je pense que quand on vient, ça se comprend. Donc ça pose la question de la prise en charge. Absolument. Mais moi, je coupe la part en deux.
c'est pas normal, mais quand on n'a que ça comme recours, comme alternative aussi, souvent, on n'a pas le choix. Et puis peut-être que les populations ne sont pas forcément au courant que tel ou tel établissement n'a pas eu l'autorisation de pratiquer. Mais il faut, pour l'inscrire dans son contexte, il faut rappeler quand même que après le premier choc pétrolier, et notamment depuis la crise financière, on assiste à un long dépérissement du système de santé publique en Afrique. Non pas que les pays soient plus pauvres qu'avant. Je rappellerai par exemple que je reviens à l'idée qu'il faut toujours avoir un projet. Houphouët-Boigny avait un projet quand on parle de la Côte d'Ivoire. Le système sanitaire partait des grands hôpitaux jusqu'aux dispensaires. Et l'État couvrait la plupart des besoins. Avec les 2 crises que j'ai indiquées, l'État s'est dépossédé, a libéralisé. Et donc il y a une vraie question de libéralisation, hein, la perte de la place de l'État dans les questions de santé. Et puis deuxièmement, mais vous l'avez dit, Senefleur, vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement propre à la Côte d'Ivoire. C'est une majorité, pas la totalité, mais une majorité de pays africains où l'État n'est plus à même et donc laisse faire. Mais en même temps, il y a un autre problème. On ne peut pas simplement se dire, mais finalement pour ces populations désœuvrées, les cliniques hors normes, c'est-à-dire en fait celles qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas enregistrées, qui ne sont pas reconnues par l'État, et qui donc échappent à tout système de contrôle, on ne peut pas accepter qu'elles ne soient pas non seulement aux normes vis-à-vis de l'État, mais même dans les prestations qu'elles exécutent. C'est ça qui est le plus grave. On expose comme ça de manière inconsciente, parfois même de manière délibérée, les populations africaines qu'on fragilise. Et ça participe des grandes crises africaines. La saleté, quand vous voyez la question, la problématique des déchets dans les villes africaines, elle est attenante à ces questions-là. Je pense que vraiment, je reviens à l'idée que nos chefs d'État doivent être indulgents avec leur peuple, à savoir qu'un peuple, ça, en guillemets, ça s'entretient. Il y a un ensemble de prestations ou de missions de service public que l'État doit faire, et là, en l'occurrence, il ne le fait pas. Il ne faut pas simplement les fermer, parce que là, il y a un besoin qui va échapper. Quand on sait par ailleurs que les hôpitaux publics eux-mêmes sont corrompus. Vous avez appelé un aspect, mais il y a beaucoup d'autres aspects. Emmanuel Dupuis. Écoutez, bon, évidemment, moi je m'inscris dans la droite ligne de ce qui a été dit, mais je rappelle quand même un élément qu'on n'a pas forcément bien capté dans le reportage. L'État ivoirien ne consacre que 5% de son budget aux questions de santé par choix et par obligation. Pourquoi? Parce que suite aux mutineries militaires qui se sont déroulées entre 2016 et 2017, il a fait des promesses aux forces armées pour qu'elles ne reprennent pas les armes, qui l'ont obligé à dépenser beaucoup plus vers les questions de défense. Et ça aussi, c'est un mal que l'on connaît dans d'autres pays. Il y a une surdimensionnement des budgets consacrés aux défenses aux dépens d'autres budgets. On pense notamment des pays comme le Tchad, par exemple. Niger ou Tchad, où on a augmenté par 5 ou par 6 le budget de l'État, évidemment au détriment d'autres. Au Niger, c'est au détriment de l'agriculture, et il se trouve qu'en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, pardon, c'est au détriment de la question de la santé. Après, votre reportage montre bien d'une certaine façon qu'il y a une autre question, qui est la question du rapport entre le centre et la périphérie. Vous évoquez l'audit, et sur le Grand Abidjan, la situation est autrement plus dramatique. Et là, pour le coup, on est non seulement sur des cliniques officieuses qui ont pignon sur rue, mais des cliniques officieuses qui sont clandestines, qui créent un sentiment de désappropriation de l'État, où on a l'impression que c'est l'État qui n'est plus présent et qui est substitué par d'autres entités, criminalisées notamment. Car là aussi, il y a toute une partie de cette activité clandestine qui contribue à faire qu'un certain nombre de pays sont prises dans cet étau qui fait que 80-90% de leur activité économique sont issues de l'informel. Et je crois que la question de la santé le révèle particulièrement, avec un troisième élément, mais vous l'avez évoqué, Zahara, la corruption, qui permet effectivement aux plus riches de bénéficier d'un système de santé plus ou moins aux normes, et évidemment l'ensemble de la classe moyenne qui, là pour le coup, aura à réfléchir au moment du processus électoral en 2020 pour savoir si la classe moyenne ivoirienne a pu bénéficier de cette croissance dont on dit que c'est un des principaux éléments de stabilité du pays dans la CEDEAO. C'est dommage, je pense que c'est une très mauvaise politique, un très mauvais choix, parce que l'être humain quand même doit être mis au cœur, en tout cas au centre de toutes les politiques, notamment en ce qui concerne quand même la santé. Et les conséquences par rapport à ce qu'il a dit, je pense qu'en Guinée,
les autorités se sont saisies de la question après la mort d'un journaliste qui a été opéré, d'ailleurs mal opéré, et plusieurs fois, et après, voilà, ça a suscité. C'est juste dommage, c'est juste dommage. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que ça soit un argument de campagne par rapport à 2020, mais il y a de quoi quand même, voilà. Oui, alors... Non, il faut saluer l'action qui est menée par le ministère, et sous l'égide du chef de l'État, il faut saluer cette action parce qu'elle est bonne en soi. Mais encore faut-il qu'elle le soit pour tous les Ivoiriens. Hein, je pense que véritablement la seule solution, on a des pays qui ont fait la guerre et qui en même temps n'ont pas manqué de construire leur État. Personne n'a fait plus de guerre en France que Henri IV, mais en même temps, il a tant construit dans son pays. Donc je pense que les deux choses ne sont pas antithétiques, il faut simplement une volonté. Hein, il faut vraiment qu'on ait des chefs d'État qui aiment leur population. Alors, le gouvernement ivoirien a donc lancé cette opération, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quelle suite judiciaire, mais aussi, est-ce qu'on a une bonne connaissance du personnel qui exerçait dans ces établissements-là, mais surtout aussi les patients qui ont été pris en charge. On ne sait pas exactement jusqu'où veut aller le gouvernement ivoirien, si ce n'est que le fait de fermer ces cliniques. On sait que une clinique va peut-être fermer, il y aura peut-être deux autres qui vont rouvrir 2 mois après, Abdou Fleur. En tout cas, la conséquence serait, ou la logique, que pour le prochain budget, quand même que le budget alloué à la santé soit revu à la hausse, justement pour compenser voilà, ces cliniques qui seront fermées, pour lutter justement efficacement à cette problématique. Exactement. Sinon, ce ne serait pas cohérent, à part que c'est pour séduire peut-être un éventuel électorat. Pour compléter ce que vous dites, Fleur, il faut véritablement qu'il y ait une lutte contre la corruption, parce qu'on sait que les hôpitaux africains, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, notamment pour la Côte d'Ivoire, on sait que c'est un système de corruption. Absolument. On a beau avoir les budgets, on peut acheter les médicaments, les instruments, ils disparaissent tout aussitôt. Hein, donc il faut avoir vraiment un vrai système anticorruption et de contrôle à la fois du matériel, de l'équipement et puis du personnel. Absolument. Hein, parce qu'il faut aussi que le personnel soit qualifié. Oui. Avec une difficulté supplémentaire, c'est de trouver ce personnel qualifié qui de plus en plus est soumis par volonté aussi, ou par prise en compte d'un caractère économique qui s'est quand même dégradé par rapport à la chute de 40% du prix du cacao et à la stagnation et donc à la régression des derniers mois sur le prix du pétrole. Un certain nombre de médecins ont fui, ont quitté le pays, pas forcément pour aller en Europe, pour s'étendre dans l'ensemble de la sous-région. Donc il y a cette question qui mérite d'être posée. Et d'une certaine façon, ça donne un élément de réponse par rapport à ce que vous avez dit. Jusqu'où ça va aller? Forcément, ça va aller dans une logique de clientélisme, pour savoir si oui ou non, à partir du moment où il y aura une mobilisation, une vision un petit peu corporatiste, pour essayer de mettre la pression pour que le budget, évidemment, soit rehaussé, le budget de la santé, pardon, soit rehaussé. Et puis tout simplement, une autre question qui est sous-jacente, la capacité de lier l'éducation à la santé. Car la santé n'est pas seulement curative, elle doit être préventive. Et donc si on a réduit, et c'est le cas en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Oui. Mais parce que je pense que la situation est à peu près équivalente. Oui. La focalisation qui a été faite sur l'ultra-sécuritaire, tout à fait compréhensible par rapport aux attentats de 2016. Mais néanmoins, ça a changé un petit peu la manière dont le service public est magnanime et s'exprime là où il devrait être. L'un des moyens de lutter, c'est de reprendre de vieux projets ivoiriens de couverture maladie universelle, qui peut être une réponse adéquate. Il faudrait que les gouvernements, celui antérieur a travaillé, celui actuel travaille, le prochain, c'est-à-dire après 2020, j'espère qu'il travaillera pour que les populations soient vraiment sécurisées. Et ça, c'est le seul dispositif encore qui vaille et qui peut relever le niveau de santé d'un pays. Mais vous l'avez dit d'une phrase, plutôt que de puiser dans l'héritage oufétiste, construisons, ou le prochain président, ou le président qui veut sans doute se représenter, doit construire un petit peu sa propre légende politique. Vous avez évoqué le fait qu'en Tunisie, par exemple, où on pourrait faire cette comparaison, l'héritage bourguibien était celui aussi de la santé, d'une santé de qualité, accessible pour tous. Merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Emmanuel Dupuy, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud, Pierre-Franklin Tavares. Je rappelle que vous êtes philosophe et Abdou Fleur, doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie.
Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, mercredi. Très bonne soirée.